Lucky Luciano est l'un des gangsters les plus célèbres. Il était à la fois intelligent, impitoyable et visionnaire. C'est lui qui a fait de la mafia américaine un véritable empire tentaculaire. Grâce à son action, elle a généré plus de profits que les plus grands groupes automobiles de l'époque, avec près de 40 milliards de dollars de bénéfices par an. Lucky Luciano a mis à profit sa perspicacité et son intelligence pour devenir le gangster le plus puissant et le plus riche. Voici l'histoire de l'homme qui réorganisa le crime organisé. Il a suffi d'un homme pour modifier totalement la pègre américaine. Il ne fait aucun doute que Lucky Luciano a inventé la mafia moderne. Face à lui, la police s'est longtemps montrée totalement impuissante. Le 10 septembre 1931, 4 tueurs à gages pénètrent dans un bureau situé au-dessus de la gare de Grand Central à New York. Leur cible, le parrain de la mafia locale, Salvatore Maranzano. Cette exécution est l'un des éléments clés de l'ascension de l'un des plus redoutables gangsters américains, Charles Luciano, alias Lucky. Une fois par génération, on voit apparaître un véritable génie du crime. Pour la mafia américaine, Lucky Luciano était un vrai miracle. Il a commencé sa carrière comme tueur à gages pour Giuseppe Masseria, l'un des patrons de la pègre new-yorkaise des années 20. À cette époque, celui que l'on surnommait Joe le Boss était à la tête du gang italien le plus puissant de la ville. Mais en 1925, un concurrent a fait son apparition, Salvatore Maranzano, venant tout droit de Castellammare del Golfo, l'un des hauts lieux de la mafia sicilienne. Son objectif, conquérir l'empire de Joe le Boss. L'affrontement tourne rapidement à la vague d'assassinats. Les rues de New York sont baignées de sang. C'est la guerre des Castellammares. Un homme pourtant sait qu'il peut tirer profit de cette situation. Lucky Luciano a toujours été opposé au bain de sang. Il estime que les fusillades et les cadavres ne sont pas bons pour les affaires et attirent l'attention des policiers. Ses méthodes sont radicalement différentes de celles de Joe le Boss. Il veut se lier avec les gangs irlandais et juifs. Il est persuadé qu'en construisant un réseau intercommunautaire, il ouvrira de nouvelles perspectives à la mafia. Mais Joe le Boss reste farouchement opposé à cette politique. Bon nombre de mafieux parlaient à peine anglais. Ils n'en voyaient pas l'intérêt. Mais Lucky Luciano a bien compris que c'était essentiel. Après 1 an et demi de lutte sanglante, la situation est dans l'impasse. Salvatore Maranzano dit à Lucky Luciano que si son concurrent était éliminé, ses hommes abandonneraient toute représaille. Luciano saisit l'opportunité et fait une offre au capot. S'il lui offre la tête de Joe le Boss, il veut devenir l'égal de Salvatore Maranzano à la tête de la pègre new-yorkaise.
Ce dernier accepte. Lucky Luciano invite Giuseppe Masseria à déjeuner dans l'un de ses restaurants favoris, le Nova Villa Tamaro à Coney Island. À l'extérieur, les tueurs à gages attendent le signal convenu pour faire irruption. Avec la mort de Joe le Boss, Lucky Luciano signe la fin de la guerre des Castellamares. Salvatore Maranzano fait venir des centaines de chefs de gang de tout le pays au Bronx pour annoncer sa victoire. Rien ne sera plus comme avant, dit-il. C'est alors qu'il dévoile ses projets ambitieux. Les gangs de New York sont organisés en 5 familles contrôlant respectivement les quartiers du Bronx, de Brooklyn, de Manhattan, du Queens et de Staten Island. Chaque famille est dirigée par un chef et un sous-chef. Ensuite viennent les lieutenants et les soldats. À la tête des 5 familles siège Salvatore Maranzano en personne. Quiconque y trouve à redire est exécuté. Je vais être le capo di tutti capi, le chef de tous les chefs. Il s'autoproclame chef suprême régnant en maître sur la ville tout entière. Lucky Luciano n'apprécie pas ce revirement de situation. Il est bien déterminé à mener une contre-offensive retentissante. Salvatore Maranzano sait que son ancien lieutenant est capable de menacer sa position au sein de la Cosa Nostra. Il fait appel à un tueur à gages, Vincent Cole, alias Mad Dog, pour le faire exécuter. Maranzano sait qu'il est l'homme idéal pour cette mission. Mais Lucky Luciano a vent de ce projet d'assassinat. Il sait que Maranzano devrait le convoquer à une réunion dans son bureau et que Mad Dog l'y attendrait. Luciano comprend qu'il doit agir pour sauver sa vie. La seule solution, tuer Salvatore Maranzano. Mais comment faire? Il est en permanence entouré de gardes du corps et se déplace en voiture blindée. Il sait que le capot reçoit régulièrement la visite d'experts comptables. Il tient peut-être là sa seule porte d'entrée. Il décide de faire passer une équipe de tueurs à gages pour des comptables et de profiter d'une réunion pour le faire assassiner. Il va jusqu'à confier la mission à des Juifs, sachant que Maranzano les détestait. Il fait donc appel à l'un de ses amis d'enfance, Meyer Lansky, pour organiser le contrat. On raconte que celui-ci aurait loué une maison au fin fond du Bronx pour préparer le coup. Les 4 tueurs à gages y seraient restés enfermés,
mais avaient à leur disposition tout ce dont ils avaient besoin, y compris de la compagnie féminine. Pendant tout l'été 1931, les 4 malfaiteurs ont appris à parler et à se comporter comme des experts comptables. En septembre, le grand moment arrive. Salvatore Maranzano demande à Lucky Luciano de venir le rejoindre très rapidement. Le 10 septembre 1931, 4 hommes font irruption dans les bureaux du capot, au-dessus de la gare de Grande Centrale. Tous les 4 travaillent en silence. Mais leur cible ne se laisse pas abattre si facilement. Malgré de nombreuses blessures et une gorge tranchée, ils continuent à se débattre. Les assassins sont contraints à recourir à une méthode plus bruyante. Lucky Luciano sait qu'il a désormais le champ libre. Il va pouvoir réaliser son objectif, celui de réorganiser le crime organisé à travers tous les États-Unis. L'une des premières personnes à qui il rend visite est un ami d'enfance rencontré dans la rue. Alors qu'il était adolescent, il offrait sa protection aux écoliers juifs pris pour cible par les gangs irlandais. Un jour, il fait cette offre à un petit garçon sortant de l'école. Si tu veux rester en vie, le juif, paie-moi 5 cents par jour et je te protégerai. L'écolier le regarde droit dans les yeux et décline l'offre de façon très imagée. C'était Meyer Lansky, un jeune immigré polonais, celui à qui Luciano a confié la préparation de l'exécution de Maranzano. Ils se sont connus très tôt alors qu'ils étaient à peine ados et ils multipliaient déjà les délits. Quelques années plus tard, ils ont fondé ensemble un empire. Meyer Lansky devient le bras droit de Lucky Luciano. C'était un homme féroce, mais aussi brillant, et chose rare chez les gangsters, fiable et fidèle. La relation entre Lucky Luciano et Meyer Lansky est l'une des plus importantes de tout le crime organisé américain. L'un de ses principaux atouts était de pouvoir réaliser des calculs complexes de tête sans laisser aucune trace écrite. Ces 2 personnages étaient aussi talentueux que novateurs dans leur domaine. Ils ont compris qu'en se basant sur le modèle de la société américaine, ils pourraient éliminer toute possibilité de profits individuels. Ils pouvaient mutualiser ces profits et les redistribuer. Voilà comment ils ont apporté la stabilité au crime organisé qui lui... Lucky Luciano pouvait également compter sur un autre membre de la Yiddish Connection, Arnold Rothstein. À la fois homme d'affaires avisé et redoutable criminel, il était surnommé entre autres The Brain, le cerveau. Arnold Rothstein était d'une très grande intelligence. Lucky Luciano a tout de suite vu son potentiel. Il était capable de mettre sur pied des escroqueries très audacieuses.
C'est lui qui a réussi à truquer le championnat du monde de baseball de 1919. Il a corrompu un certain nombre de joueurs pour arranger les matchs du championnat et il ne lui restait plus qu'à parier sur les résultats qu'il connaissait déjà. Arnold Rothstein a montré à Lucky Luciano comment faire beaucoup d'argent et comment viser plus haut que le simple racket des commerçants. Mais Luciano ignore encore que son organisation va très vite prendre de l'ampleur. En 1919, le gouvernement américain prend une décision insensée. L'alcool, soupçonné de nuire à la moralité de la nation, est interdit. C'est la prohibition. Mais les Américains sont prêts à tout pour boire. C'est une manne pour le crime organisé, surtout dans les grandes villes comme New York. La prohibition a été une vraie mine d'or. Elle a permis à certains mafieux, comme Lucky Luciano, de devenir de véritables hommes d'affaires. Ils se sont retrouvés à la tête d'organisations fabriquant et distribuant de l'alcool à grande échelle. C'était comme gérer une entreprise légale. Il ne s'agissait pas simplement de revendre une bouteille à la sauvette. En étant suffisamment organisé, le volume des transactions pourrait rapporter des millions. Beaucoup de gangsters sont alors passés du statut de petite frappe à celui de mafieux redoutés. Tout ça en un claquement de doigts. Luciano, Wronski et Rothstein apprennent très vite et commencent à amasser beaucoup d'argent. Leur fortune était le témoin de leur pouvoir et de leur influence. Grâce à l'argent et à l'alcool, ils pouvaient corrompre des hommes politiques, mais aussi des policiers. Tout le monde cherchait à se fournir. Plus personne n'avait peur de s'associer à des gangsters. Mais ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est qu'ils vendaient leur âme. Les mafieux, eux, l'avaient bien intégré. Les magistrats, les hommes politiques et les policiers sont les premiers à fréquenter les bars clandestins. Luciano et ses associés savent qu'ils pourront un jour en tirer profit. Ils avaient les coups des franches. Personne ne venait mettre le nez dans leurs affaires. Personne n'enquêtait sur eux, pas même J. Edgar Hoover, le fondateur du FBI. Le fonctionnement du FBI et le travail de ces hommes ne sont en rien mystérieux. Un agent spécial doit être un excellent tireur. Il doit avoir le courage de s'engager dans une fusillade face aux ennemis publics les plus féroces. Monsieur Hoover est sur le terrain et supervise. En créant le FBI, Hoover a donné naissance à un organe de lutte contre la criminalité inédit. Le FBI avait autorité sur le territoire américain tout entier. Ses agents étaient les seuls à pouvoir combattre le crime organisé et la mafia. Mais ils ne l'ont pas fait. Hoover a lancé sa guerre contre le crime au début des années 30. Mais il s'en prenait surtout aux braqueurs et aux ravisseurs terrorisant le Midwest et narguant la nation. Il ciblait essentiellement des ennemis publics comme John Dillinger, Perry Boyd Floyd, Machine Gun Kelly qui tuait des gens à tout va. Il niait l'existence de crimes organisés à l'échelle nationale. Pour lui, les mafieux étaient de petits gangsters locaux et leur arrestation relevait de l'action des polices locales. Et il savait qu'ils avaient des liens politiques puissants. Sachant que personne ne lui mettrait de bâton dans les roues, Lucky Luciano a de plus en plus développé l'emprise de la mafia. Il avait acquis la certitude que la prohibition allait être levée dès la fin des années 20. Pour permettre à la Cosa Nostra de rester fructueuse, il doit empêcher l'avènement de nouvelles guerres de clans. Il savait que ce chaos était un handicap, alors il a pris les choses en main. C'est pour ça que je vois chez lui un Bill Gates ou un Warren Buffett du crime organisé. Il a réformé le système.
À la fin de l'année 1931, il convoque les parrains des 20 mafias les plus puissantes d'Amérique du Nord, parmi lesquelles Al Capone, dans une réunion se tenant à Chicago. Là, il va faire quelque chose de sidérant. Il va proposer de restructurer entièrement le crime organisé. Il a établi les règles. Il a dit comment ça allait fonctionner. Personne n'avait jamais fait ça avant. Il a créé une structure entièrement nouvelle, apporté une dimension totalement inédite au crime organisé. Il a pris des gangs en proie à de graves dissensions internes et se disputant le moindre coin de rue. Il les a réunis pour en faire une organisation tentaculaire que personne n'avait jusque-là jamais observée. C'était d'une telle efficacité que les autorités américaines sont restées impuissantes pendant près de 60 ans. Luciano maintient en place les 5 familles de New York, mais attribue à chacune un consigliere, c'est-à-dire un conseiller censé faire en sorte que les problèmes internes à chaque clan soient réglés sans violence. Puis Luciano dévoile son idée la plus frappante, encore jamais vue au sein de la mafia américaine et même sicilienne. Il a décidé de faire une commission, un organe réunissant tous les chefs locaux. S'il y avait une décision à prendre concernant la mafia, elle devait être prise lors d'une réunion de la commission. En cas de désaccord sur un territoire ou sur l'exploitation d'un trafic, la commission s'en chargeait. Son objectif, éviter les guerres de gangs. C'est exactement le même principe que celui adopté par un certain nombre de pays à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec la création de l'Organisation des Nations Unies. On aurait très bien pu prendre la charte de l'ONU et changer le sigle par Organisation des Mafias Unies ou Organisation internationale de la Cosa Nostra. La teneur de ces deux entités se ressemblait énormément. Afin de démontrer ses bonnes intentions, Luciano persiste dans la lignée du changement. Désormais, il est un capo parmi les autres. Il n'y a plus de capo di tutti capi, de capo-chef. Il tient à ce que la commission soit le plus démocratique possible. Elle réunit les chefs de 7 familles. 5 issus des principaux secteurs de New York, une de Chicago et une de Buffalo. Chacun dispose d'une voix. Toutes les décisions sont soumises à un vote. De cette façon, chaque chef jouit d'un pouvoir décisionnel égal à celui des autres. Lucky Luciano était un génie. Il a réussi à dessiner la trame de fond qui va permettre à la mafia de s'organiser. Il a débarqué en 1931 avec une idée chevillée au corps. Pour que la mafia se développe, elle doit le faire en suivant le modèle du capitalisme américain. Il a fallu poser pierre par pierre la structure de l'édifice. Il aura fallu pour cela près de 50 ans. Cette période, c'est l'âge d'or de la pègre américaine. La commission était en quelque sorte le second gouvernement du pays. Elle contrôlait la quasi-totalité des sites industriels. Elle avait la main mise sur le monde de la restauration et sur l'industrie du jeu, comme le démontre Las Vegas. La mafia gère tout. Les usines, les abattoirs, les marchés aux poissons, les quais, les syndicats, les sociétés de crédit, la drogue et la prostitution. Luciano voulait rendre la prostitution aussi fructueuse que les plus grandes chaînes de supermarchés. Il était tout puissant.
Les bénéfices s'élèvent à des milliards de dollars. Et tout ce qui était bon pour la mafia l'était pour Luciano. Compte tenu des standards de l'époque, il n'était plus multimillionnaire, mais milliardaire. Il loue une suite à l'année dans l'un des plus grands palaces au monde, à New York. Il s'enregistre sous le nom d'emprunt de Charles Ross, afin de se protéger d'éventuels rivaux. Il amassait des millions de dollars supplémentaires chaque semaine. Il s'est mis à s'habiller chez les plus grands couturiers, il avait toujours une femme au bras, et il avait son avion privé pour sillonner le pays. Lucky Luciano est célibataire et ne s'en cache pas. Il faisait la fête tous les soirs, dansait jusqu'au petit matin et repartait souvent au bras de danseuses ou de chanteuses. Il avait cette image à la fois élégante et débonnaire. N'importe où à New York, il se sentait chez lui. C'était un peu comme si la ville lui appartenait. On le voyait très souvent aux côtés d'hommes politiques ou de stars comme Frank Sinatra ou George Raft, un acteur incarnant souvent des rôles de mafieux. Mais ce train de vie ne passait pas inaperçu. Les agents du FBI ont commencé à s'intéresser à ce magnat de la pègre, mais ils n'avaient que très peu d'éléments sur lui. Un témoin l'a décrit comme le plus grand racketteur italien, celui qui a fait fortune avec l'alcool. Un autre déclare: Charles Luciano est le roi de la face cachée de New York. Le mafieux faisait alors l'objet d'une enquête pour trafic de drogue entre l'Europe et les États-Unis. Son casier judiciaire est déjà bien rempli. On y trouve déjà pas moins de 35 arrestations pour divers motifs, allant du délit routier au vol à main armée avec violence. Malgré ces éléments, le FBI décide de ne pas aller plus loin. Un homme pourtant est décidé à faire tomber Luciano. Son nom, Thomas E. Dewey. Nous avons commencé à débarrasser les rues de New York de ces gangsters. Il s'agit d'un avocat brillant et ambitieux. À 35 ans, il décroche le poste dont il rêvait, celui de procureur spécial de la ville de New York chargé du crime organisé. Nous avons démontré aux témoins que nous pouvions les protéger et aux citoyens que la mafia n'était pas toute puissante. Dans les années 30, Luciano incarnait à lui seul le crime organisé. Tout le monde savait qui il était. C'était un secret de polichinelle. Luciano était dans le collimateur de la justice. Pour le procureur, s'il menait un tel train de vie de milliardaire, c'était uniquement grâce à ses activités criminelles. Le crime aujourd'hui est syndiqué et organisé. Il existe une nouvelle race de criminels qui laissent leurs lieutenants se charger des basses besognes et ainsi évitent de se compromettre. La seule solution pour punir ces criminels est de faire le lien entre eux, leurs complices et leurs activités. Mais Thomas Dewey a toutes les peines du monde à rassembler des éléments. Lucky Luciano est de nature méfiante. Il sait qu'il peut être écouté. Il est très prudent lors des échanges téléphoniques. Et comme Meyer Lansky, il ne garde rien sur papier. Toutes les informations compromettantes sont dans sa tête. Jusqu'au jour où, contre toute attente, le procureur peut enfin lier Lucky Luciano à une enquête en cours.
Grâce à une série d'écoutes réalisées dans des maisons closes, il établit qu'il existe un réseau de 300 établissements du même type à Manhattan et à Brooklyn. Les enquêteurs découvrent que l'homme chargé de superviser ce réseau est David Bettillo, un proche de Lucky Luciano. En janvier 1936, une perquisition est réalisée dans 80 maisons closes de New York. Plus d'une centaine de prostituées et de tenancières sont arrêtées. Ces femmes se sont retrouvées littéralement entre le marteau et l'enclume. Elles étaient coincées. Les policiers font pression sur les prostituées pour leur arracher des informations. La plupart de ces filles étaient accros à l'héroïne. Les enquêteurs savaient qu'en les laissant mariner 3 ou 4 jours en cellule, elles finiraient par être en manque et accepteraient de témoigner contre la mafia, quoi qu'il en coûte. Les enquêteurs ont réussi à arracher les témoignages à 3 ou 4 prostituées. Elles ont déclaré avoir vu Lucky Luciano à des réunions discuter du pourcentage sur les recettes que l'établissement devait reverser à la mafia. Avant même l'ouverture du procès, les médias condamnaient Luciano. Le Daily News de New York le qualifiait de tsar du plus vieux métier du monde. Le procès commence le 12 mai 1935. Dès le début, le procureur n'y va pas de main morte. Luciano va nous démontrer qu'il n'a ni placé ses prostituées dans ses établissements, ni touché d'argent. Mais c'est bien lui qui, depuis un palace new-yorkais, règne sur ses affaires. Nous allons prouver qu'il en était à la tête et que les autres intervenants étaient à son service. Il fait comparaître 68 témoins, essentiellement des proxénètes et des prostituées à qui il promet des remises de peine, l'immunité ou la liberté conditionnelle. Sa stratégie ? Décrire les prostituées comme des victimes de la Grande Dépression, exploitées et terrorisées par Lucky Luciano et son réseau criminel. L'une des témoins a déclaré avoir été frappée à la tête à coups de barre de fer. Elle dit qu'il y avait du sang dans toute la pièce et que les hommes qui l'avaient agressée se tenaient devant elle sur le banc des accusés. L'un des témoins clés est une mère maquerelle notoire, Cokie Flo. Cokie Flo a donné le même type de témoignage que toutes les autres femmes citées à comparaître. Il était basé sur des oui-dire. Elle aurait entendu dire que Luciano allait organiser les maisons closes comme des supermarchés. Pendant les témoignages de ces prostituées ou de ces tenancières, on ne pouvait que sentir qu'ils avaient été préparés à l'avance. Ça sonnait faux. Les témoins exagéraient manifestement certains faits, ou alors ils en inventaient. À ce stade du procès, il n'existe pas vraiment d'éléments à charge. Il semble que la balance penche du côté de l'accusé. Mais Lucky Luciano commet une erreur. Il ignore les conseils de ses avocats et demande à témoigner pour se laver de tout soupçon. Face à Lucky Luciano qui témoignait sous serment devant la cour, Thomas Dewey s'est montré particulièrement brillant. Il a réussi à le faire se montrer sous son côté obscur. Il a montré que sous le vernis se cachait un individu faisant froid dans le dos. Pendant 4 heures,
Le procureur l'assomme de questions à propos de son train de vie, de ses antécédents judiciaires, de ses impôts, de ses relations, et démonte une à une ses réponses mensongères. L'interrogatoire du procureur a été terrible. Vous êtes sous serment. Vous devez dire cette question. Mais là, c'est le cas. La charge du procureur fait vaciller Lucky Luciano, qui commence à douter. Thomas Dewey a démontré qu'il était loin d'être un honnête homme d'affaires. Vous n'avez jamais payé le moindre centime d'impôt, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est sans doute parce que l'État ne considère pas les revenus issus du grand banditisme comme assujettis à l'impôt. Je ne sais pas. Le procureur va même donner une information très embarrassante pour l'accusé. Quand il était plus jeune, il avait joué le rôle d'informateur pour la brigade des stupéfiants. Sa réputation commençait à sérieusement s'obscurcir. Lui qui était si sûr de lui, il se retrouve alors en très mauvaise posture. Thomas Dewey conclut son réquisitoire en s'adressant au juré. Vous avez assisté à un chapelet de parjure nauséabond. Je suis certain que vous ne doutez pas que vous avez face à vous non pas un joueur ou un vulgaire bookmaker, mais le pire gangster de toute l'Amérique. Le procureur s'est bel et bien mis le jury dans la poche. Lucky Luciano est reconnu coupable de 62 condamnations pour proxénétisme. Le juge McCook annonce la sentence. Dans la mesure où je ne trouve aucune circonstance atténuante pour votre conduite, ni aucune voie de réinsertion, je vous soumets à la peine adéquate, qui s'étendra de 30 à 50 ans de prison ferme. La peine aurait pu être plus lourde, mais elle suffisait à Thomas Dewey pour avoir le sentiment du devoir accompli, celui de débarrasser les rues de New York des têtes pensantes du crime organisé. Thomas Dewey devient un héros. Il est à l'aube d'une grande carrière. Il deviendra gouverneur de l'État de New York en 1942 et sera 2 fois candidat à la présidence. Avec la rupture de l'alliance entre hommes politiques et mafieux, le racket va prendre fin. Dans ses mémoires, Lucky Luciano écrit « Je suis fou de rage contre Dewey plus que n'importe qui d'autre. Ce petit merdeux à moustache m'a attaqué sur tous les fronts, sauf sur ce qui m'était reproché. Il savait que je n'avais rien à voir avec la prostitution, ni avec aucun des chefs d'accusation. Mais c'est un bandit qui agit de façon légale. Il s'est glissé sournoisement dans mon dos et m'a poignardé. » Le mafieux tente de contre-attaquer. Il fait appel. Il ordonne que les prostituées ayant témoigné contre lui soient prises en main pour qu'elles déclarent avoir fait de faux témoignages. Les mafieux sont allés les voir une à une et leur ont donné des doses d'héroïne pour les rendre à nouveau accros. Ensuite, ils les ont conduits chez des huissiers en Californie. Elles ont rempli une déclaration dans laquelle elles indiquent avoir menti lors de leur déposition devant le tribunal de New York. Malgré tous ses efforts, Lucky Luciano échoue. Il est envoyé dans une prison de haute sécurité, le pénitencier de Clinton à Dannemora, près de la frontière canadienne. Surnommé Siberia, il se trouve à 800 km de New York et son confort n'a rien à voir avec celui d'un palace. Passer d'une suite de luxe à une cellule, quel choc!
Quand ils m'ont dit que j'allais à Dannemora, j'ai cru que je ne tiendrais pas le coup. Je suis passé du Waldorf à une poubelle. Le pire, c'est que nous n'avions aucun contact là-bas. Ça voulait dire que ça allait être très dur. Dès que j'ai appris que j'allais dans ce pénitencier, j'ai dit que j'étais prêt à verser une caution d'1 million $. Mais il me tenait et il n'allait pas me lâcher. Pour autant, Lucky Luciano était loin d'être fini. Il va pouvoir démontrer sa clairvoyance lorsqu'il a établi la commission. Après sa condamnation, le réseau ne s'est pas effondré. Il a continué à fonctionner. Et c'est là que l'on ne peut qu'admettre le génie de Luciano. Car même si la mafia venait de perdre l'un de ses plus hauts dirigeants, le système continuait à fonctionner. Luciano garde sa position de capot, mais c'est Frank Costello, une autre figure légendaire de la pègre new-yorkaise, qui prend les rênes de son empire. Il continue à engranger des millions de dollars et à accroître la fortune de son organisation pendant que Luciano prépare son prochain coup. Il n'aura pas à attendre longtemps. Lorsque les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale en 1942, il sait qu'il a une carte à jouer. La bataille de l'Atlantique tourne mal pour les Alliés. Et le gouvernement américain comprend que les ports de la côte Est sont menacés. La côte Est devenait hautement stratégique. Un paquebot français, le Normandie, a pris feu et a coulé au port de New York. Le feu a ravagé le paquebot. Tandis que les pompiers se battaient pour sauver les membres d'équipage, le bateau a coulé. Apparemment, c'était un incendie accidentel. Mais l'US Navy et plusieurs officiels fédéraux se sont demandé si ce n'était pas un sabotage. Les services secrets, cherchant à empêcher toute infiltration des ports américains par les Allemands, savent qu'ils vont avoir besoin de l'assistance des dockers. Mais pour cela, ils doivent passer par les syndicats, qui sont placés sous le contrôle de la mafia. Lucky Luciano était si influent que les chefs de la mafia n'auraient jamais accepté de faire un marché avec le gouvernement sans son accord. Ils n'allaient pas se mettre au garde-à-vous. Ils devaient avoir l'autorisation de leur chef suprême. Et ce n'est pas le président des États-Unis, c'est Lucky Luciano, un homme enfermé en prison. Afin de convaincre Luciano de coopérer, le gouvernement lui propose de le transférer. Il lui promet de faire quitter Dannemora pour l'incarcérer à Grand Meadow, près de New York, dans une prison 4 étoiles. Le mafieux accepte d'entamer les négociations. Tout à coup, voilà que Luciano se met à agir en patriote. Pourtant, il est italien. Il n'a jamais été naturalisé, il n'est pas américain. Mais il a envoyé des messages à Lansky et à plusieurs autres pour ordonner la paix sur les quais. Il demande de s'assurer qu'il n'y aura ni sabotage, ni grève. Il veut que tout se déroule parfaitement. Le chef a parlé. Si Lucky Luciano, un homme emprisonné, isolé loin de son territoire, veut faire la preuve de son influence, je crois que celle-ci est irréfutable. Lucky Luciano va jusqu'à demander une grâce. Il a aidé le gouvernement américain et attend un peu plus en retour. Devinez qui était le gouverneur de New York à l'époque. Thomas Dewey en personne. Ironie de l'histoire, c'est le procureur qui a fait tomber Luciano et l'a jeté en prison qui lui accorde cette grâce en 1946. À la seule condition qu'il quitte le territoire américain, dont il sera banni à jamais et retourne en Italie.
Thomas Dewey déclare que Luciano a concrètement aidé à prévenir d'éventuelles attaques ennemies sur le territoire côtier des États-Unis. Sa collaboration s'est avérée précieuse, même si nous ne savons quel était le degré de menace réelle sur nos ports. Le mafieux n'aura purgé que 10 ans de prison quand il quitte les États-Unis le 10 février 1946 en direction de la Sicile. Mais quelques mois plus tard, il se rend à la Havane et reprend les affaires. Plusieurs pontes de la mafia, parmi lesquels Meyer Lansky et Frank Costello, s'y retrouvent pendant près d'une semaine pour discuter du trafic d'héroïne. Il était impliqué dans de nombreuses affaires de stupéfiants. À l'époque, l'Italie était une plaque tournante pour le trafic de drogue d'importance mondiale. Et l'héroïne représentait une véritable manne pour la mafia. Lucky Luciano aurait été vu à Palerme, en Sicile, en 1957, en compagnie de 30 hauts dirigeants de la pègre sicilienne et américaine, afin d'organiser le trafic à l'échelle mondiale. Cinq ans plus tard, en 1962, il est recherché dans le cadre d'une enquête sur un trafic d'héroïne à destination des États-Unis portant sur plus de 150 millions de dollars. Mais il meurt d'une crise cardiaque avant d'avoir été arrêté à l'âge de 65 ans. C'est un individu qui force le respect. Luciano incarnait le pouvoir. C'était lui le boss. Il n'avait recours à la violence qu'en cas de nécessité. Son système a très bien fonctionné. C'était un génie. Charles Luciano s'est imposé comme un grand nom de la pègre. Il a fait d'un gang se bornant à de petits trafics sans envergure un empire établi et parfaitement organisé. Grâce à lui, la mafia a engrangé plus de bénéfices que la General Motors. À la fin de son règne, elle engrangeait près de 40 milliards de dollars par an. Et s'il a eu de temps en temps maille à partir avec les polices locales, le FBI ne s'est jamais penché sur ses agissements. Mais son génie, Lucky Luciano a choisi de s'en servir à des fins criminelles. N'oublions pas qu'il a commandité des assassinats, plongé des êtres humains dans la dépendance et la prostitution. On n'est pas gêné du crime sans avoir de sang sur les mains.